Sommes-nous à la veille d'une guerre terrestre en Libye qui ne dit pas encore son nom? C'est la question qui se pose depuis quelques jours à mesure que se profile le spectre d'une défaite des rebelles engagés dans un combat à armes inégales avec les troupes du colonel Kadhafi, avec la perspective aussi d'un enlisement des forces de l'OTAN engagées dans des frappes aériennes qui pour l'heure peinent à porter leurs fruits. L'intervention au sol ou le désengagement, est-ce la seule alternative pour l'Alliance Atlantique? L'OTAN est-elle bien préparée à affronter un conflit parti pour durer? On va tenter d'y répondre ce soir avec à mes côtés le colonel Michel Goya, historien, directeur d'études à l'ISERM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Bonsoir. Bonsoir. Également à mes côtés Pierre Conessa, ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense, maître de conférences à Sciences Po et à l'ENA. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Jean-Michel Boucheron, vous êtes député d'Ille-et-Vilaine, vice-président de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Bonsoir. Bonsoir. Et avec nous au téléphone depuis Londres, Philippe Stonor. Philippe Stonor, vous êtes ancien attaché militaire britannique à Paris. Bonsoir. Oui, bonsoir. La Grande-Bretagne, l'Italie et la France sont envoyés sur place pour aider les rebelles des conseillers militaires. La Russie, aujourd'hui, a estimé que la France et la Grande-Bretagne outrepassaient le mandat de l'ONU et risquaient d'entraîner la communauté internationale dans un conflit terrestre. Va-t-on vers un conflit terrestre? Est-ce que l'envoi de ces conseillers spéciaux, dont on va d'ailleurs essayer de déterminer exactement la mission, est-ce que ça signifie un premier pas vers un possible conflit sur place, au sol? On s'engage à travers l'envoi de ces conseillers vers une solution de ce type, Jean-Michel Boucheron? Je n'en suis pas sûr. Parce que toutes ces révolutions arabes ont évidemment notre sympathie. Mais d'autre part, nous n'avons pas l'intention de faire leur révolution à leur place. Donc il s'agit simplement d'éviter des massacres. Et il est possible qu'à Misrata, nous soyons aujourd'hui dans la situation où on était à Benghazi il y a 3 semaines. Donc il s'agit sans doute pour nous de faire en sorte qu'eux-mêmes s'organisent mieux, de telle manière qu'ils résistent aux assauts des gens de Kadhafi. Mais il n'est certainement pas question pour nous d'envoyer des hommes au sol, une armée au sol. Nous n'avons pas à prendre, je dirais, à faire la guerre à leur place, à être un belligérant dans cette guerre. Et on n'est pas déjà quand même là en train d'enfreindre, si c'est avéré, la résolution 1973? Cette résolution est faite pour que l'on puisse faire un certain nombre de choses et que la Chine et la Russie ne mettent pas leur veto. Voilà. Donc, pas question d'une intervention de l'OTAN terrestre en Libye, mais d'autre part, protection de la population contre les armes dangereuses de l'air, mais aussi les armes lourdes sur le terrain. Donc, tout ça est très souple, disons. Mais est-ce qu'on ne paye pas l'ambiguïté, justement, de cette souplesse? Parce que finalement, cette résolution 1973, c'est le plus petit commun dénominateur. Elle était obligatoire, parce que si elle était plus précise, il y aurait eu un veto russe et chinois. Et donc il fallait un peu de flou pour que les Chinois et les Russes puissent s'abstenir. C'était tout à fait fondamental, sans ça il n'y aurait pas eu de résolution de l'ONU. Du coup ça oblige à une forme d'hypocrisie d'une certaine manière, Pierre Conessa. Bien sûr. C'est quand même assez terrible. Ça veut dire qu'en gros, dès le début il était prévisible que ça durerait, que finalement c'est assez normal aujourd'hui d'envisager d'envoyer des troupes sur le terrain. Pourquoi ne pas l'avoir dit dès le début, Jean-Michel Boucheron? Non, mais on n'envisage pas d'envoyer des troupes sur le terrain. On envisage surtout que l'opposition libyenne puisse prendre le pouvoir par ses propres moyens, et donc en évitant qu'il se fasse massacrer. Moi, je crois qu'il ne faut pas exclure et d'ailleurs, c'est finalement ce qui est souhaitable, c'est que nous rentrions dans un processus vis-à-vis de M. Kadhafi, comme celui qu'on a connu vis-à-vis de M. Gbagbo. C'est-à-dire que la communauté internationale, petit à petit, je dirais, assèche financièrement ce régime, l'isole, et finalement le mettre en situation de se flétrir de l'intérieur. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner que ça prenne du temps. Bon, c'est peut-être pas le temps des médias, mais c'est le temps de l'histoire. Mais finalement, vous évoquez là les difficultés rencontrées par Kadhafi. Oui, absolument. Ça veut dire que c'est lui qui aujourd'hui, contrairement aux idées reçues, est en difficulté aujourd'hui. Alors nous parlons. Bien sûr. Jean-Michel Boucheron. Bien sûr, si on raisonne sur le moyen et long terme, c'est Kadhafi qui est en difficulté. Il n'a pas d'allié extérieur. Il est encerclé. Bon, et notamment par la communauté internationale. Pourtant, certains experts disent qu'une partie du pays est déjà perdue pour l'OTAN et qu'il faut déjà préparer une partition du pays et une négociation avec Kadhafi. Personne n'envisage de partition, personne n'en veut. Il n'y aura pas de partition de la Libye, ça c'est clair. Rasmussen, le secrétaire général de l'OTAN, a lui-même évoqué le manque d'avions à un moment. Il a demandé à ce qu'on lui donne éventuellement plus de moyens. Oui, ça on peut le comprendre. Oui. Je crois qu'on ne manque pas de munitions. Je crois qu'on manque surtout de gens pour acheter les munitions. Bon, donc il y a un problème de répartition des coûts financiers, si je puis dire, entre les différents partenaires.
Donc c'est une question un peu subalterne. Oui, mais enfin, non, pas subalterne, parce qu'elle pose quand même le problème, justement, vous le disiez, des divisions au sein de l'OTAN. 6 des 28 membres participent à cette offensive. La France et le Royaume-Uni, eux seuls, assurent la moitié de ces sorties aériennes. Ce n'est pas suffisant. Oui, mais c'est pas parce qu'on a la moitié des sorties aériennes qu'on paye la moitié des munitions. Bon, vous comprenez bien qu'il y a des répartitions qui se font à l'intérieur de la maison dans ce domaine, sachant que dans ce genre de guerre, vous avez des munitions qui coûtent plus cher que la cible. C'est-à-dire que là, la bombe coûte plus cher que le véhicule qui est censé être arrêté. Donc ça pose quelques problèmes. Donc il faut faire attention dans la gestion de tout cela. Comment se fait justement la répartition des coûts? Qui supporte les coûts? Est-ce que si le Royaume-Uni et la France assurent la moitié des sorties, ça veut dire qu'ils supportent la moitié des coûts? Jean-Michel Boucheron, c'est effectivement un domaine que vous connaissez bien. Comment vont se passer les négociations sur le coût à supporter? Je ne suis pas à l'intérieur des états-majors ni du Conseil stratégique de l'OTAN sur cette question. Bon, mais il est évident qu'à partir du moment où il y a un certain nombre de partenaires, que certains n'envoient pas d'avions du tout, et qu'ils disent soutenir l'opération, s'ils la soutiennent bien d'une certaine manière. Donc, soit en payant des munitions, soit en aidant assez concrètement les insurgés à gagner du terrain. Là, on est évidemment sur les questions assez pratiques. Maintenant se pose aujourd'hui la question en termes de crédibilité de cette intervention, des objectifs, de glissement sémantique en changement de cap. On est passé il y a 1 mois et demi à, en gros, il est hors de question d'intervenir militairement, à, aujourd'hui on envoie des conseillers militaires sur place en vue, éventuellement, alors on ne le dit pas, mais beaucoup le pensent, d'une intervention au sol. Alors est-ce une improvisation, une adaptation aux réalités du terrain, ou tout simplement une intention délibérée d'en découdre? Je vous propose d'écouter ce que disait il y a encore un tout petit peu plus d'1 mois Alain Juppé, le ministre français des Affaires étrangères. L'intervention militaire dont on parle là, j'ai vu des images, mérite quand même d'être regardée à 2 fois. Tout simplement parce que je ne sais pas quelle serait la réaction de la rue arabe, des populations arabes tout au long de la Méditerranée, si l'on voyait les forces de l'OTAN débarquer sur le territoire du sud méditerranéen. Réfléchissons à cela. Je pense que ça pourrait être extrêmement contre-productif. Et puis lorsqu'on a engagé une opération militaire, il faut ensuite en prévoir les conséquences. Et oui, lorsqu'on a engagé une intervention militaire, il faut ensuite en prévoir les conséquences. C'est ce que disait donc Alain Juppé le 1er mars 2011, 1 mois et 20 jours après. Où en est-on? Est-ce que le risque de la guerre s'est concrétisé? La guerre, évidemment, sur le terrain. Va-t-on, vous me l'avez dit, il me semble, et ça semble clair pour tous, vers une guerre sur le terrain? Est-ce que, finalement, ces propos d'Alain Juppé à l'époque, vous n'êtes pas d'accord, Jean-Michel Boucheron? Non, mais je crois que Alain Juppé avait raison de dire ce qu'il a dit à l'époque, et c'est toujours vrai. Le problème, c'est que quand on parle de guerre, il faut savoir de quoi on parle. Ou on parle de nous, nos hommes, nos soldats de l'OTAN sur le terrain, ou on parle d'une guerre entre Libyens. La guerre entre Libyens va durer, c'est évident. Quant aux hommes de l'OTAN sur place, ils n'iront pas. Ils n'iront pas. Bon, donc il n'y aura pas d'entraînement, je dirais, des forces occidentales dans cette guerre. On en reverra des conseillers, on s'arrangera pour que les insurgés soient mieux armés, mieux coordonnés, des communications qui marchent mieux, etc. Mais ça doit rester leur révolution. Regardez, quand les troupes étrangères interviennent dans un pays pour virer un dictateur, l'Irak. Regardez la catastrophe que ça produit après. Donc cette leçon-là, elle doit être retenue par tout le monde de façon définitive. Il y a des désaccords sur le rôle de ces conseillers au sol et sur d'ailleurs la nécessité de leur présence. Ça fonctionne quand même par tâtonnement, visiblement. Il n'y a pas quand même une ligne très claire, non? C'est l'impression que ça donne. Les insurgés, c'est mai 68 avec des Kalachnikov. Donc il faut bien que quelques professionnels leur disent comment faire pour ne pas se faire massacrer. Quand Sarkozy, Cameron et Obama disent il faut le départ du colonel Kadhafi, est-ce qu'on n'est pas en train de créer un dangereux précédent? Jean-Michel Boucheron. Oui, mais il y a une modification géopolitique de ces révolutions arabes. Il y a un perdant fondamental, c'est M. Ben Laden. Il y a aussi un grand gagnant, c'est M. Erdogan et la Turquie, grand pays musulman, moderne, laïque, etc., qui quelque part peut être un modèle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le Premier ministre turc est véritablement l'homme le mieux placé pour engager une conversation de paix dans cette région. La Turquie va jouer de plus en plus un rôle fondamental sur ces questions maintenant. Ça pose évidemment plus généralement, au-delà de la question de la Libye et de la légitimité donc à s'ingérer dans le processus politique libyen, la question du rôle de l'OTAN qui a vécu face à un ennemi unique pendant très longtemps, le bloc soviétique. Aujourd'hui, avec des menaces à la fois diffuses, un monde multipolaire, est-ce que ça ne devient pas du coup une alliance à géométrie variable selon les dangers et également au gré des intérêts de ses membres? On vient de le voir avec la Turquie par exemple. De la même manière finalement qu'on a demandé l'appui de la Turquie pour cette opération militaire, du moins son accord
d'accord, est-ce qu'on pourrait envisager, par exemple, que les forces transatlantiques se mettent au service des intérêts turcs dans le cadre, par exemple, d'une intervention? Est-ce que finalement, oui, on est dans une alliance à géométrie variable qui peut servir les intérêts particuliers de chacun de ses membres? Jean-Michel Boucheron. Bon, je crois qu'il faut se calmer. L'OTAN, c'est un outil de défense du monde atlantique, et il y a eu une révision du concept stratégique de l'OTAN, certes, mais ce n'est pas l'outil à toutes les aventures. Bon, soyons clairs. En Libye, l'OTAN sert à coordonner les frappes aériennes et à gérer l'espace aérien d'une façon générale, et pas au-delà. Et commande effectivement la coordination de ces actions aériennes. Et pas au-delà. C'est pas l'OTAN qui envoie des spécialistes sur place. Ce sont des nations. Donc mélangeons pas tout. L'OTAN, ce n'est pas la direction militaire du monde occidental qui est là pour donner les leçons à tout le monde et pour flanquer des fessées à qui les mérite. Merci beaucoup Pierre Conessa, merci à vous Jean-Michel Boucheron, merci également au colonel Michel Goya, et puis avec nous depuis Londres, merci à Philippe Stoner qui était donc en direct, merci à tous d'avoir participé à ce débat et merci à vous de l'avoir suivi.